Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On rentre dans le vif du sujet, nouvelle DA, c'est bon. Moi je veux plus qu'on voit ma tête maintenant, discrétion, on s'intéresse que à la vidéo. Éric Zemmour, CNews, une des magazines à l'ancienne. Ils vont revenir sur la polémique entre l'islam et la République, les musulmans doivent choisir. On écoute le clash entre Apathy et monsieur Eric Cohen qui est complètement à côté de la plaque quoi. Avec beaucoup d'hypocrisie, ne veulent, il vous plaît peut-être pas, ça n'existe pas l'islamophobie en France. Ça n'existe pas. Il y a du racisme anti-musulman, l'islamophobie c'est autre chose, c'est la critique d'une religion. Attendez, janvier 2017. Ne bégaye pas, Apathy. Couverture de Causeur. Qui dit entre l'islam et la République, les musulmans doivent choisir? Qui dit ça? Éric. C'est pas islamophobe ça? Éric Zemmour. Oui, c'est la une de Causeur. C'est absolument anti-musulman. C'est islamophobe. Non, c'est entre l'islam. Non. Bon, enfin, là on coupe un cheveu en 12. Là. Non. Bon, d'accord. C'est pas les cheveux en 12. Enfin, on peut distinguer la religion de ceux qui la pratiquent. Entre l'islam et la République, les musulmans doivent choisir. Oui, les musulmans, donc c'est anti-musulman. Oui. Mais ça veut dire que l'islam n'est pas compatible avec la République. Donc c'est islamophobe. Ben, c'est ça la phrase. Entre l'islam et la République, il faut choisir l'un ou l'autre. Il bégaye en plus Cohen. Les musulmans, s'ils choisissent l'islam, ils ne sont pas républicains. Non mais regardons les faits. On a un Zemmour, condamné par la justice pour incitation à la haine raciale. Il continue d'être invité partout. Apathy écrit 3 lignes sur Twitter pour dire qu'il vaut mieux intégrer l'islam dans la loi française. On l'appelle collabo. Un homme qui dit les musulmans doivent choisir leur religion ou la France, mais les mecs, bienvenue sur CNews. Un homme qui dit l'État devrait financer des mosquées pour que les gens prient pas dans la rue, lui on le traite de collabo. C'est ça le problème. C'est exactement ce que la France Insoumise dit depuis des années. On a un Mélenchon qui dit le problème c'est pas l'islam, le problème c'est qu'on laisse l'Arabie Saoudite financer les mosquées parce que l'État refuse de le faire. Et du coup, on a des imams qui viennent de l'étranger avec des idées qui viennent de l'étranger. La solution c'est pas d'interdire, c'est de reprendre en quelque sorte le contrôle. Je vous vois venir, vous allez me dire ouais mais séparation de l'église et de l'État etc. Non mais là on va perdre le fil. On va se recentrer sur le sujet quand même. En effet, du fait de l'obstruction parlementaire massive de la France insoumise, mais je crois que ça n'étonne plus personne, évidemment, que sur la question de l'antisémitisme, c'est une forme de profession de foi pour la France insoumise, la question de l'antisémitisme, et en tout cas, je crois une stratégie électorale assumée. C'est-à-dire ? Je crois que ça n'a échappé à personne que depuis le 7 octobre 2023, malheureusement, dans toutes les démocraties, on a eu à connaître un regain d'antisémitisme et la France n'a pas fait exception. Puis il y a ceux qui attisent en plus cette vague d'antisémitisme. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est le cas de la France insoumise et de la plupart de celles et ceux qui s'expriment au nom de ce parti politique-là. C'est pour ça que je parle d'une forme de profession de foi. Il n'y avait pas que les LFI qui étaient contre ce texte. Il y avait des opposants, y compris dans le bloc central, dans votre parti. Il y a des catégories différentes. Il y a des gens qui peuvent sincèrement douter, se poser des questions sur un texte, sur sa finalité, sur son objet, sur la méthode qui a permis de l'examiner. Et puis il y a ceux qui le combattent parce que par nature, ils refusent de combattre l'antisémitisme, voire même l'athis. C'est pour ça que je ne mets pas dans la même catégorie ceux qui, au sein de nos alliés naturels du socle commun ou même du Parti socialiste, ont pu émettre des doutes. Et puis la France insoumise qui, elle, a tout fait pour que jamais on ne puisse l'examiner. LFI s'est opposé à cette loi, c'est vrai, mais le MoDem aussi, une partie des macronistes aussi. Il y a des juristes de tous bords qui viennent t'expliquer que ça pue sa mère comme loi, y compris un ancien juge antiterroriste, monsieur Trévidic, je crois que j'ai pas écorché son nom. Il était invité, je crois, sur le journal de l'Humanité, qui disait que le texte créait un délit d'opinion flou et inapplicable. Voilà. Et c'est pas un gauchiste, monsieur Trévidic. S'opposer à une mauvaise loi, c'est pas être antisémite, c'est être contre cette loi, tout simplement. Ensuite, elle dit que Mélenchon attise l'antisémitisme depuis le 7 octobre. Déjà, j'en ai marre d'entendre ça, les mecs. Dites-moi en commentaire, j'en ai marre. Elle cite pas un seul acte antisémite commis par la France insoumise, pas une agression, pas une attaque, pas un vote. Et le rapport officiel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, elle dit quoi? Que le premier parti touché par l'antisémitisme en France, c'est le Rassemblement national. Il faut le dire. Et moi, ce qui m'embête, c'est que c'est le gouvernement, la parole gouvernementale, donc qui détient en quelque sorte la vérité, qui vient t'expliquer que le premier parti antisémite de France, c'est la France insoumise. La France insoumise, elle arrive en avant-dernière position. Et c'est là où c'est important, en tant que citoyen, d'aller faire ses devoirs de citoyen, aller consulter le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. C'est important, parce que si les mecs comme CNews et même la parole gouvernementale t'expliquent que c'est la France insoumise qui est en première position alors que c'est factuellement faux, il y a un problème. Il y a un problème.
Donc accuser la France insoumise d'antisémitisme sans preuve pendant qu'on refuse de nommer le RN, un seul critère change et c'est le bordel. Voilà, tout simplement. Et moi, ça m'emmerde. Voilà, je le dis de manière vulgaire, ça m'emmerde de voir que c'est la parole gouvernementale qui détient, qui est censée détenir la vérité à expliquer aux citoyens, qui t'explique un mensonge, qui te partage des mensonges. J'ai un problème avec ça. Regardez-moi ce tweet. Bon, c'est pas la fille qu'il faut observer le chat. Calmez-vous, ma communauté, calmez-vous. Regardez ici, si vous zoomez un petit peu, Hitler, débat, faut-il le ressusciter? Bon, le journal Furia, c'est un journal d'extrême droite, et si c'était juste un sac à merde avec Mélenchon dessiné dans un sac poubelle, franchement les amis, là c'est mieux zoomé. On récapitule, l'antisémitisme serait Jon Snow, donc là je me rappelle la référence avec madame... comment elle s'appelle la fille de CNews déjà? Rachel Kahn. Quand il y a eu la ref avec Medine, où Medine avait dit à David Guiraud que tu es le roi du Nord, Rachel Kahn a quand même dit que c'était antisémite, alors que c'était une référence à Game of Thrones. La pastèque serait antisémite, le verbe serait antisémite, une boîte de pizza serait antisémite, traiter quelqu'un de cochon serait antisémite, la prononciation de Epstein, même moi je sais pas, ce serait aussi antisémite. Dire qu'un génocide c'est quand même pas ouf, c'est antisémite. Par contre, ça là, les mecs, il n'y a aucun journal qui va en parler. Il n'y a aucun média qui va en parler. Même Frontière ne va pas en parler. Mais je crois qu'elle a été virée de Frontière, mais je ne suis pas sûr, parce que ça a changé sa description Twitter. Bref, regardez dans quel pays on vit. Vous vous rendez compte que l'année prochaine, ça va être la présidentielle. Imaginez l'ambiance nauséabonde. Imaginez l'ambiance nauséabonde si l'extrême droite passe en France. Ça va être totalement... invivable, ingérable. Et pour les créateurs de contenu, je vous souhaite bonne chance les mecs, parce que on va subir beaucoup plus de harcèlement que maintenant. Les macronistes en plus c'était invivable. Alors sous l'extrême droite, ça va être un cauchemar gros. Mais il faudra tenir debout quand même. Les amis, plus 378% en 2 ans, Radio Nova cartonne. Alors je connais pas les tranches d'âge, mais ça poursuit en tout cas cette ascension de cette gauche moderne, progressiste, et la tendance d'extrême droite, elle est en train de chuter en France. J'espère vraiment ne pas me tromper dans mes prédictions, mais quand tu vois les audiences de Radio Nova, tu te dis que la bataille culturelle n'est peut-être pas encore terminée, quoi. Ça cartonne, et tout particulièrement l'émission La Dernière, ton émission co-présentée par Juliette Arnaud, Émeric Lompré et Pierre-Emmanuel Barré. Enfin, une inflation qui donne le smile. Radio Nova voilà. Affiche une progression de plus 378% en 2 ans. Et ton émission, près de 80% de plus par rapport à l'année dernière. Et je dis le truc que tu dois adorer qu'on te répète depuis mardi. Le dimanche, à l'heure de ton émission, Radio Nova est la première radio de France devant France Inter qui t'a viré. Écoute, c'est dingue. Le karma. Le karma, c'est dingue les mecs. Faut que ça continue, parce que même France Inter, pour moi, c'est une radio problématique où vraiment la manière dont ils traitent la France insoumise, c'est très unfair. C'est vraiment unfair. Quand tu vois le RN, franchement, ils prennent quelques balles, mais pour moi, c'est pas vraiment suffisant. Et ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est que France Inter, ça se voit que ça roule pour Glucksmann, ça se voit que ça roule pour le PS, ça se voit que ça roule pour des François Hollande qui veut faire son comeback d'ailleurs. On va en parler juste après. S'oppose à la politique de M. Netanyahou. Par contre, et c'est là où je fais la différence et j'insiste là-dessus, quand vous niez le droit d'un peuple, c'est-à-dire le peuple juif, à disposer de son propre État, quand vous dites un from the river to the sea ou le Free Palestine, c'est une façon d'appeler à la destruction d'un État qui est reconnu par la République française. Donc c'est de l'antisémitisme. Vous considérez donc... Oh là, mais ce qu'on vient d'entendre, c'est grave, c'est très grave. Non pas parce qu'elle combat l'antisémitisme, combat évidemment nécessaire, je vais le répéter tous les jours s'il le faut le chat sans être fatigué, mais parce qu'elle entretient une confusion majeure, assimiler l'antisionisme et l'antisémitisme. Dire que critiquer un projet politique, donc là on parle du sionisme, reviendrait à haïr les juifs, c'est franchir une ligne dangereuse. Je suis désolé. C'est empêcher tout débat sur la politique d'un État, en l'occurrence celui dirigé par Benjamin Netanyahou, alias le diable en personne. Or, dans toute démocratie, la critique d'un gouvernement est non seulement légitime, mais essentielle. La France insoumise le rappelle, défendre les droits des Palestiniens ou appeler à une autre solution politique, y compris un État binational, n'a rien d'antisémite. C'est une position politique, pas une haine. Vous voyez ce que je veux dire ? En voulant pénaliser ces expressions, on ne protège pas les juifs.
on fragilise déjà la liberté d'expression, c'est pour ça que cette loi Yadan, elle pue sa mère, on instrumentalise une lutte essentielle, et ça, c'est contre-productif. On avait une maison, un enfant, tout ce qu'il fallait, on va dire, mais j'étais pas heureuse. Et donc, moi, je suis malade, et on était en plein diagnostic de la maladie. Vous avez quoi? J'ai une spondylarthrite psoriasique. D'accord. Une quoi? Oh, c'est quoi cette maladie de fou? Et on n'arrivait pas à mettre le doigt sur ce que j'avais, et en fait, j'arrivais plus à avancer. Et je pense aussi qu'il y a eu un problème postpartum. Donc, parce que ma fille avait 3 ans, mais au vu de l'état de ma pathologie, on ne sait pas trop si ça a pris le dessus ou pas. Vous n'étiez pas bien et vous avez rencontré cet homme qui vous a un peu réveillé, Voilà. quoi. Il a réveillé en moi ce qu'on ne m'avait jamais donné. Vous faites cette tête-là parce que, Wow. aussi au niveau de l'intimité, c'est ça? Je parle surtout de l'intimité, en fait. Il a réveillé votre féminité. Exactement. Et puis, il m'a donné, on va dire, j'ai appris avec lui à savoir ce que c'était que faire l'amour. Ce que c'était que d'avoir de la caresse, vraiment ce moment intime, qu'on partage vraiment à deux, qu'on prend le temps. Donc là, on parle de tromperie, hein, la commu, hein. On parle de tromperie. De savoir ce que l'un veut, ce que l'autre veut, de se donner vraiment du plaisir. Et c'est vrai que c'était intense. Ça a toujours été intense. Et, ça a été une révélation, en fait. Voilà, complètement. Et au point de quitter votre mariage, vous? Alors oui, mais je n'ai pas quitté mon ex-conjoint pour lui. Non, il y avait quelque chose qui n'allait pas, vous me l'avez tout de suite dit. Ça a été un Mais, symptôme de votre histoire qui commençait à s'éteindre. Oui, on peut le dire comme ça. Après, je ne suis pas partie tout de suite. Enfin, il s'est passé énormément de choses. Voilà, après, je n'ai pas caché à mon ex-conjoint qu'il y avait quelqu'un. Et lui, il a quitté son épouse? Non. Il vous a dit qu'il allait le faire? Oui. Donc vous vous êtes retrouvée à partir toute seule? Alors, je suis déjà partie pour moi. Oui, moi... J'ai l'impression que quand une femme trompe un homme, tu sais, il y a tout le temps cette justification un peu romantique, on essaie d'embellir un petit peu pour aller dans le sens de la fille en mode peut-être que l'homme il a mérité d'avoir été trompé, etc. Quand les hommes trompent, putain les mecs c'est un cauchemar, il n'y a pas de romance, on est juste des grosses merdes, etc. Est-ce que vous voyez un petit peu le degré? Parce que les hommes souffrent aussi de la tromperie. Ok, je veux bien entendre qu'on soit dans une société patriarcale, mais on a aussi des sentiments. On ne doit pas être totalement écrasé par ce qui se passe avec le mouvement MeToo que je comprends, que je partage, le féminisme affirmé que je comprends et que je partage aussi. Mais ça, ce genre de témoignage, comme si la tromperie était une forme de romance, une histoire où on ne doit pas totalement mettre cette femme en mode c'est la victime, donc elle méritait en quelque sorte de tromper son mari, cacher un mariage et mettre sa famille en péril, quoi. Enfin, moi, j'ai du mal avec ce genre de discours à la télévision. J'ai du mal avec cette romance de la tromperie. J'avais envie de partir. Mais il fallait pas oublier qu'au milieu de tout ça, il y avait un enfant. Ah ouais, il y avait un enfant. Je me suis installée très proche de la maison que j'avais avec mon ex-conjoint pour qu'on puisse faire les choses bien pour notre fille. Mais c'est vrai que j'ai continué mon histoire extra-conjugale. Extra-conjugale. Ah ouais, ça continue de le tromper en plus. C'est parce que c'était passionné, des retrouvailles, des séparations. Et pendant tout ce temps, il vous disait qu'il allait quitter sa femme? Il vous tenait un peu comme ça? Il me tenait un peu comme ça, il me disait que c'était compliqué, que... Mais dis quoi en commentaire là, j'ai pas fait la vidéo, ce genre d'émission qui désacralise l'adultère, j'ai envie de vomir. Genre là, on doit avoir mal au cœur pour elle, c'est elle la victime, vous trahissez vos maris et vous venez pleurer. Et vous voyez, moi je trouve ça dangereux. Bon, ça me casse les couilles que ce soit Sirène, médias d'extrême droite qui partagent ce genre de vidéos, mais si on parle uniquement du contenu, rien que du contenu, moi ça me dérange. Je suis désolé, moi ça me dérange. L'article de fou qui est paru hier sur Haaretz, donc c'est un journal plutôt classé à gauche en Israël, donne la parole à des Israéliens, des soldats, souffrant de traumatisme après la guerre à Gaza. Donc là on a un témoignage, Yuval. Il a tiré sur une personne âgée et 3 adolescents non armés. Quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, il y a eu un silence, puis un soldat a craché sur les corps. Rentré chez lui, il confie « Je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir ». Il a été hospitalisé en psychiatrie 2 jours après. Putain. Maya, officière RH dans un bataillon de blindés. Il a vu un char ouvrir le feu sur 5 Palestiniens qui franchissaient une ligne sans avoir été identifiés comme armés. Elle affirme avoir également assisté à un soldat urinant sur un détenu civil les yeux bandés. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais comment ai-je pu rester là sans rien dire? Yehuda a vu un officier abattre de sang-froid un homme les mains levées, visiblement désarmé. Les officiers supérieurs ont regardé la vidéo du drone, dit « c'est un meurtre », puis ont tout étouffé. Et il y a d'autres témoignages qui s'en est suivi, un prisonnier torturé avec des colliers de serrage. On a un officier de l'air de Tel Aviv planifier des frappes sachant qu'elle tuerait des dizaines de civils, c'est un scandale. On a besoin de journaux comme ça, de journaux en tout cas, de gauche, pour continuer de parler de ce que fait subir l'armée israélienne aux Palestiniens, en Cisjordanie, aux Libanais, aux Palestiniens de la bande de Gaza. C'est n'importe quoi. Frère, qu'est-ce que tu veux faire avec ce pays-là? On me dit,
faut pas essentialiser, c'est pas tous les Israéliens qui sont comme ça, etc., etc. Mais t'as l'impression que la société est profondément abîmée. On a une société abîmée du plus jeune âge au plus vieux. Les multiples interviews qu'on écoute, de tous bords, de tout âge. Je me rappelle, ils avaient fait un complément d'enquête sur la Cisjordanie où tu voyais des Palestiniens, subir des atrocités de la part d'Israéliens qui ont à peine 9 ans, 10 ans. C'était harcèlement, ça arrache le voile, ça rentre dans des propriétés privées, ça vole du bétail, ça tue du bétail, ça vole. Mec, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et les plus vieux qui sont bien nationalistes et tout, qui applaudissent à chaque fois les soldats israéliens qui tuent. Frère, c'est n'importe quoi. C'est toute la société qui est profondément abîmée.